Voilà. Alors, pour parler de la question du statut, nous avons parlé de la nécessité de la souveraineté, sans laquelle nous ne pourrons répondre à aucun des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc il nous faut dire, mais c'est quoi l'indépendance et c'est quoi la souveraineté? Toute la campagne qui a été menée contre la possibilité que la Martinique soit indépendante a été faite sur des bases de propagande erronée, de mauvaise foi, comme nous l'avons dit dans la première partie. Mais l'indépendance, ça veut dire ne pas dépendre, ne pas être dépendant. Quelqu'un peut-il nier que si je suis dépendant de la cocaïne, je ne suis pas maître de ma vie? Quelqu'un peut-il nier que si je suis dépendant de quelqu'un qui vient chaque jour me donner à manger, puis que je n'ai aucun moyen de me donner à manger par moi-même, que ce n'est pas une bonne solution? Ce qui est valable pour l'individu est valable pour la nation. Si un pays dépend d'eux, si manger par entièrement pas, si l'argent par entièrement pas rien, ce ne peut pas être une bonne solution. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions légitimement, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas être dépendant? Mais quelqu'un qui est hostile à l'indépendance, par principe, c'est quelqu'un qui n'est victime que d'une aliénation. Je répète que ce n'est pas une injure, c'est-à-dire qu'il pense avec l'idée que l'autre a mise dans sa tête. Mais il n'est pas maître de lui, de son destin, il ne peut pas aller plus loin. Et donc il ne peut pas être souverain. La différence entre indépendance et souveraineté, ça veut dire que je peux être indépendant et puis faire n'importe quoi qui ne soit pas bon. Je peux ne pas dépendre de quelqu'un et puis moi-même créer les conditions pour que je fasse des bêtises. Donc l'indépendance n'est pas en soi la réponse, c'est un cadre. Par contre, si je suis indépendant et souverain, ça veut dire que je suis maître de mes pensées, maître de mes décisions, et que je puisse les prendre sur de bonnes bases, je suis assuré que mes projets ont beaucoup plus de chances d'aboutir que le contraire. C'est ça la différence. Alors, pour ôter l'idée fausse qui est sur l'indépendance, je vous ai porté un livre d'éducation physique, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, de 3e, qui est utilisé en France. Vous comprenez bien qu'on ne va jamais l'utiliser en Martinique. Parce que dedans, il y a un chapitre sur l'indépendance nationale. Alors, je vous rassure, quand j'étais enseignant d'éducation physique, j'utilisais ce livre-là. D'éducation civique, j'utilisais ce livre-là. En mettant au défi quelque inspecteur que ce soit de venir me dire « vous n'auriez pas dû ». Il se serait bien gardé pour ne pas faire de la publicité au livre. Et dans ce livre, on nous dit, je ne vais pas lire tout le chapitre, ce serait long, l'indépendance est à la nation ce que la liberté est à l'individu. L'épreuve de l'occupation de 1940 à 1944 nous le démontre. Dans un pays envahi, les citoyens sont asservis. Dans une période, certes, aujourd'hui moins dramatique, le pays doit se prémunir contre des pressions extérieures exercées sur ses choix démocratiques. Alors, je ne lis pas tout, mais vous avez des chapitres qui vous disent qu'est-ce qu'un État souverain hein? C'est un État capable de faire prévaloir l'intérêt national. Des approvisionnements et des débouchés diversifiés pour ne pas dépendre totalement de seuls fournisseurs d'énergie, de matières premières stratégiques, de produits indispensables à l'agriculture, ni exposer des emplois à la défaillance de quelques clients. Autre précision, des engagements contractés librement. La France, en souscrivant à un accord international, peut céder une part de sa souveraineté. Des alliances choisies, une hégémonie refusée. Je ne vais pas lire tout, mais bon, ce sera difficile de le trouver. Mais pour vous dire qu'au niveau international, si la charte de l'ONU de 1960 précise que l'indépendance est un droit de tous les peuples, et précise même qu'on ne doit pas utiliser l'argument qui n'est pas prêt
qu'il n'a pas suffisamment pour refuser de le lui accorder. Si la Charte de l'ONU le dit, c'est parce que c'est quelque chose de hautement symbolique, de hautement humain. Bref, cherchez les adjectifs. Dimanche dernier, j'ai parlé de Barbade, du pays indépendant. Qu'est-ce que Barbade a nous envié? Et c'est là qu'on pose la question de l'aliénation. Alors, Martinique, pas qu'un pays indépendant. Nous, parmi nous, on n'a pas d'hommes et de femmes équivalents aux gens aux yeux bleus, comme on dit familièrement. Le blanc peut être ministre, le martiniquais ne peut pas être ministre. Le noir martiniquais ne peut pas être ministre. Le blanc peut penser économie, nous ne pouvons pas penser économie. Donc, c'est vraiment sur une base d'aliénation raciste inculquée par les colonialistes que les gens ne s'imaginent pas être capables de pouvoir gérer leurs affaires. Il nous faut lutter contre ça. Et puis, il y a la question, alors qui est évidemment importante, nous l'avons traitée il y a 15 jours, la question des capacités financières, parce que comme on nous a dit que c'est là, nous savons que c'est l'argent qui fait tourner le monde. On nous a fait croire que la Martinique ne peut pas produire d'argent. Donc, si la France part, nous ne pourrons pas vivre. Nous avons déjà rappelé qu'il y a plus d'argent qui sort de Martinique pour aller en France que le contraire. Nous avons déjà rappelé que la Martinique peut avoir des financements très importants en louant ses territoires pour des infrastructures portuaires ou aériennes. Que la Martinique gagnera beaucoup d'argent en pouvant, comme nous le conseille Monsieur de France, commercer pour avoir des produits venant de l'environnement caraïbe qui sont nettement moins chers que ceux qui nous sont posés venant de France. Je rappelle que en Martinique, des gens avaient commencé à importer des produits chinois qui coûtaient 3 fois moins cher que ceux qui venaient de France. Ils étaient qu'à sortir de Chine, ils étaient qu'à venir ici à 3 fois moins cher. Le nom de l'entreprise me passe. Ali, l'entreprise Alibaba. Alibaba. AliExpress. Alibaba Express qui faisait on avait des produits électroniques et tout ça 3 fois moins cher. La France a dit non, pas question, c'est moi qui se mettre colonialisant. Et puis, elle a interdit ça, elle a bloqué ça. Donc, la Martinique aurait des moyens financiers et la population, par conséquent, des marges de manœuvre plus intéressantes, avec la possibilité de choisir nos fournisseurs et les gens avec qui nous faisons commerce. Donc, c'est cette question-là. Nous appelons les gens à dire, bon, mais réfléchissez, faites le compte, ne rejetez pas a priori. Il faut être prudent, on le verra tout à l'heure, mais on a vu dans la première partie que sans souveraineté, on va dans l'abîme. Avec la souveraineté, on peut, si on prend les précautions nécessaires. Alors, il y a, à la suite de l'émission sur les finances, justement, il y a une personne qui a suivi sur Facebook qui nous avait fait remonter la question. Il y a beaucoup de gens qui disent, et si les béquets s'en allaient, comment on pourrait faire alors? Voilà la belle question posée. Parce que c'est pas parce que les gens sont chiens béquets qu'ils disent ça. Hein. On peut dire que, ah oui, c'est parce qu'il y a tellement comprennent béquets. Ce n'est pas vrai. Les gens qui posent cette question-là, c'est parce qu'ils savent le poids des béquets de la caste, en tout cas des maîtres de la caste, dans l'économie locale. Donc, si au parti, l'économie serait désorganisée, avec quoi on ferait de l'argent? C'est une question légitime et importante qu'il faut poser et à laquelle on doit répondre et non pas dénigrer le peuple. Alors, on va y répondre. Si Béchi est parti, premièrement, ce n'est pas tout Béchi qui est parti. Ni qui est parti, comme ça qui est parti en Algérie, etc. Et là, il est parti. Certains qui payent. Je continue en français parce qu'il y a des amis français qui suivent l'émission, excusez-moi. Certains, une minorité parmi ceux qui vont partir, vont continuer à faire des profits, vont s'installer parce qu'ils ont déjà des
entreprises à Miami, en Côte d'Ivoire, etc. Suivez mon regard. Ils vont continuer à faire fortune. Pour autant. Parce que ce qui se passe en Martinique en contestation se passe au niveau international. Les impérialistes sont chassés d'Afrique et d'Amérique latine, etc. Et la crise boursière généralisée, le crack boursier va frapper inéluctablement. Ils auront le problème. Bon, peu importe, c'est une minorité. Peut-être qu'ils auront suffisamment de biens cachés. Ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Il y en a parti, quand il y a parti. Il y en a qui vont rester. Il y en aura deux sortes. Il y en aura quelques-uns qui vont, avec leur esprit suprématiste et revanchard, vont vouloir torpiller la Martinique. Il appartiendra à l'État martiniquais de se protéger et contre ceux qui, quelle que soit origine, les torpiller, développement martiniquais. Il y aura des lois démocratiques, il y aura des enquêtes, il y aura une justice pour dire, bon, vous avez saboté, comme au Venezuela. Exactement. Il y a des Richards descendants de colons au Venezuela. Quand le gouvernement progressiste est arrivé, il cachait la nourriture pour créer du mécontentement de la population contre le gouvernement chaviste. Et puis, ils prenaient ça, ils allaient vendre en contrebande en Colombie. Ben, qu'est-ce que le gouvernement vénézuélien a fait? Il a envoyé l'armée prendre les stocks cachés et puis vendre ça à bas prix dans les magasins populaires. Donc, s'ils vont loin dans l'affrontement, il faudra répondre fermement pour protéger les intérêts du peuple martiniquais. Et puis, il y en a d'autres qui sont assez intelligents pour dire, bon, moi j'ai habitué ici, et mon panier tiré fait couillon, regardez ça qui arrive en Afghanistan, etc. Je suis prêt à travailler. À ce moment-là, en tout respect de leurs intérêts, comme de tous ceux les Martiniquais qui sont dans le privé, l'État devra collaborer avec eux. Leur dire, bon, tout bon dans nous autres là, tirez ça, et puis réaffecter les terres. Alors là, comme Claude déconné, il faudra faire tel type de plantation, etc. Maintenant, sur les autres terres non Claude déconné, nous finançons, comme ça se fait dans tous les pays, nous incitons par des subventions pour que l'on développe les patates, les concombres, l'industrie laitière, etc. Mais pas seulement pour les béquets ou en priorité pour les béquets, toute Martinique, pour tous ceux qui veulent, dans le privé, continuer ce travail-là. Parce que nous avons besoin de l'initiative du privé. Il faut comprendre que tout ce que nous faisons pour développer le pays doit être appuyé sur l'assentiment de la majorité, démocratiquement. On ne peut pas imposer à un peuple quoi que ce soit. Les gens qui croient ça. Et il faut être pragmatique, réaliste. Je prends l'exemple du Venezuela tout à l'heure. Il y a des gens d'ultra-gauche qui étaient des ennemis invétérés du gouvernement chaviste, déjà sous Hugo Chavez, en disant hey, notre pays est dépendant à cause de l'exploitation du pétrole et il faut abandonner le pétrole, la production pétrolière pour privilégier, etc. Et comme Chavez n'abandonne pas le pétrole, on est contre le régime chaviste. Voilà l'exemple de ce qu'on appelle le gauchisme. Le bougain d'industrie pétrolière, c'est par là que les devises rentrent. Son tissu économique endogène n'est pas développé. Il a des milliers d'ouvriers qui travaillent dans l'industrie pétrolière. Et puis il va dire, bon, non, je suis un révolutionnaire, on n'a pas fait pétrole encore. Mais voilà ce qu'il faut, les héros qu'il nous faut éviter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur l'industrie nationalisée pour prendre les profits financiers et pour développer, il y a des millions de monde qui pour rien avec les revenus pétroliers. Millions de monde qui pour rien. Et puis, développer les coopératives, relancer. Il y a une période de transition. Et nous, en Martinique, nous aurons besoin de cette période de transition. Puisque ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons une agriculture qui va tout le monde manger. Donc, et pour cela, il faut travailler
avec ceux qui, dans l'entreprise privée, acceptent le nouveau deal. Et il y en a parce que le monde évolue. Notre position ne doit pas être dictée par l'ethnie, le fait d'appartenir à l'ethnie béké, mais par rapport au rôle économique nocif qu'une caste peut jouer et que d'autres jouent en même temps qu'eux pour voir quel type d'économie et de politique nous allons mener. Ce n'est pas l'ethnie de la personne, c'est la base économique et les lignes économiques qui sont développées, qui devront être mises en œuvre. Et justement, l'une des choses qui va s'ajouter à cela, c'est le travail d'éducation et d'humanisation. Parce qu'il ne faut pas comprendre que les béquets qui disent aujourd'hui « Ah, oubliez le passé, puis on nous réconcilier », nous couillonnent avec ce langage-là. Hein. Il ne peut y avoir de réconciliation sans réparation et sans un travail de reconnaissance des erreurs et des drames et des fautes du passé. Ça veut dire que dans nos livres d'histoire, dans nos romans qui seront utilisés dans les écoles martiniquaises, il y aura l'histoire de la colonisation. Il y aura l'histoire des crimes commis par les Français qu'on nous fait présenter comme la patrie des droits de l'homme, autre idée raciste. De même qu'il y aura dans ces livres le courage du béquet qui a participé au conseil de résistance contre Pétain, contre l'amiral Robert. De même qu'il y aura dans les livres d'histoire la solidarité portée par les travailleurs français aux Martiniquais, les 16 de Basse-Pointe. Quand ils sont arrivés au port de Bordeaux, il y a eu une grève de soutien. Donc, il nous faut comprendre que nous sommes des humains. Et ceux qui continuent à rester dans la grille racialiste composée par les colonialistes, eh bien, c'est qu'ils ont un peu perdu leur humanité. Ils n'ont pas compris que c'est tombé dans un piège. Ce que nous devons faire, c'est humaniser tous ceux qui ne le sont pas et combattre fermement les suprémacistes qui font semblant de ne pas comprendre pour continuer à dominer. Donc, la question qui se pose vraiment au-delà de Saki Pati, parce que ce n'est pas seulement Béké qui est parti, il y a des gens qui ont peur, qui vont partir aussi, et puis quand ils vont arriver en France, ils vont voir que les choses se développent petit à petit en Martinique, quand ils vont dire, excusez-moi, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est des mouvements sociaux, c'est lié aux politiques valables qui seront menées et au travail d'éducation et de formation que nous devons commencer à faire dès aujourd'hui. Donc la question n'est pas de Saki Pati, c'est quel type de système économique nous allons mettre en place pour mettre harmonieusement le travail du privé, de tous ceux qui veulent contribuer au développement endogène et alternatif du pays, et un service public fort qui puisse garantir le soin à tous, qui puisse garantir l'éducation à tous, qui puisse assurer une redistribution équitable des richesses. Donc, nous serons évidemment dans une phase de construction. Et dans cette affaire-là, en parlant de privé, nous avons un atout en Martinique. Hein. Les jeunes et jeunes martiniquaises qui sont par le monde, avec des niveaux de compétences extraordinaires, pourront mettre enfin leurs compétences au service de la Martinique. Je me permets, vous savez que j'en ai le défaut de citer une expérience personnelle. Quand il y a eu les événements de 2009, il y a une dame qui fait partie de la bourgeoisie qui est venue me voir, me demander conseil. Parce qu'il y a 3 de ses enfants qui étaient des cadres de haut niveau au niveau international, plateforme pétrolière, etc., qui voulaient rentrer parce qu'ils croyaient que le mouvement de la révolution était entré en Martinique pour se mettre au service de leur pays. En toute lucidité, j'avais dit à cette dame, dites-leur qu'ils peuvent encore servir leur pays là où ils sont. Nous ne sommes pas dans une phase de révolution organisée. Ils vont perdre
leur acquis et ils ne seront pas nécessairement utiles ici sur le terrain dans le contexte institutionnel actuel. Cette dame a remercié et les personnes concernées ont compris. Je ne dis pas plus pour le moment. Ce qui veut dire que nous avons des atouts là. Le moment venu, c'est là nous gagnons. Et nous n'avons pas peur de dire que nous pourrons aller dans la compétition internationale. Fait qu'on dit Marion, puisqu'avec leur mondialisation, où l'innovation, le génie des startups conduit à des résultats juteux, avec une formation idoine de nos jeunes pour leur faire comprendre, ouais, nous qu'à soutenir nous autres là, mais c'est pas l'argent des autres qui fait pour. Non, nous autres là, c'est pour autres servir pays autres. Il faut que nous autres vivent bien. Mais il faut que notre pays vive bien aussi. Donc nous pouvons nous appuyer sur ces gens-là qui sont excessivement nombreux pour asseoir un développement alternatif de la Martinique. Donc, c'est ce qui est important à comprendre et dire aux gens, à nous tirer illusion en tête. Tous les baratins que les candidats élus ou malheureux aux élections viennent nous dire en période électorale, ils savent très bien que ce ne sont pas des solutions hors souveraineté. Quand on continue à venir nous dire il faut sauver le tourisme, il faut relancer le tourisme, c'est de la malhonnêteté, disons, parce que les gens savent que nous avons un problème de sargasses, d'érosion des côtes, de cyclones à répétition qui sont annoncés, de possibilités de séisme, que nous n'avons pas des moyens de fournir des produits endogènes à ces touristes-là, que c'est les tours opérateurs et les produits européens qui s'en sortent. Ces gens-là sont des malhonnêtes. Ils savent que ce n'est pas vrai. Tous ces gens qui disent qu'il nous faut attendre sur les... Ah, on ne sait pas consommer les subventions de l'Europe. Ce sont des malhonnêtes intellectuels parce qu'ils savent que les subventions sont encadrées et elles sont encadrées par des gens qui ont une politique impérialiste et au service des multinationales. Et que il faut attirer des investisseurs. Si on attire des investisseurs, c'est des gens qui viennent manger de l'argent et s'échapper quand ils n'en ont pas assez ou quand ils n'en font plus assez. Donc, c'est ces illusions-là qu'il nous faut tirer de la tête pour comprendre que c'est la question de la souveraineté à conquérir. Et c'est aujourd'hui que ça se prépare. C'est maintenant. Lorsqu'on dit qu'il faut que nous prenions en main, c'est pas d'un bon matin. Il faut savoir pas qu'il y a de toute façon. Et c'est pas d'un matin l'indépendance qu'il y a. Et encore, si c'est comme ça fait. Si par exemple la JEP était en France, en bombe nucléaire, la France est obligée de travailler. Bon, mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas le cas de figure. Est-ce que nous sommes prêts là, aujourd'hui, à nous préparer, quel que soit le cas de figure, pour conquérir notre souveraineté? Et cela demande quoi? Un travail individuel et collectif. Premièrement, nous décrocher du consumérisme. Changeons nos habitudes de consommation. On nous pas acheter bagaille, nous pas servir. D'abord, qui a coûté cher, puis qui campagne en yo ka couillonner nous et puis ça. Prenons l'habitude d'acheter l'essentiel, d'acheter des choses qui nous permettent de nous émanciper intellectuellement ou de développer une production endogène. Là, bon, je ne vais pas rester sur l'obsolescence programmée. Pourquoi les Français ont fait assassiner Thomas Sankara? Parce que lorsque le Burkina Faso a pris une orientation endogène, anticolonialiste, où les ministres devaient acheter leurs vêtements chez les artisans burkinabés, où on a lancé des programmes d'autosuffisance alimentaire. Les Français ont dit, pas question que ce modèle-là continue, et ils ont fait Blaise Compaoré, les services secrets, ont fait Blaise Compaoré assassiner Thomas Sankara pour mettre quelqu'un qui est à leur sol. Ils ont essayé de le faire au Rwanda, ils n'ont pas arrivé. Est-ce que oui ou non le Rwanda ne se développe pas mieux parce qu'ils ont une politique anti-impérialiste? Bref, donc, nous décrocher du consumérisme. Pensez-nous retourner au troc, même entre les nations du tiers-monde qui veulent s'émanciper
des impérialistes, elles ont commencé à pratiquer du troc, pétrole contre sucre, etc., à l'échelle des pays. Mais nous, à notre niveau, il nous faut échanger des services, échanger des produits, et puis créer, je le dis souvent, des circuits courts, voire dans notre quartier, créer une dynamique endogène. Donc ça, c'est le premier point, nous décrocher du consumérisme. Le deuxième point, reconstruire l'unité de notre peuple. Si nous avons compris que le syndrome de Lynch, qui est une maladie réelle, inoculée par les colonialistes et leurs supports, pour nous diviser, pour que nous nous autodénigrions systématiquement, pour que nous n'acceptions pas de voir quelqu'un faire quelque chose de bien, ça nous enrageait, on essaie de le détruire. Que c'est une maladie et qu'il nous faut lutter contre ça, que nous devons nous engager à reconstruire l'unité, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut comprendre, je sais que je vais me faire peut-être des inimitiés, mais il faut que nous, les militants qui luttons pour la souveraineté, commençons par nous guérir de ce syndrome-là. Il y a des gens qui sont dans le milieu militaire, puis qui sont des bourgeois, ils sont capables de casser une organisation parce qu'ils ne sont pas chefs ou bien parce qu'ils veulent continuer à manger. Ça n'existe pas autour. C'est pas de ce que je parle. Je parle des gens honnêtes qui croient en leur pays, qui en ont marre du colonialisme. Mais dans la lutte que nous menons, souvent, nous le faisons sur des bases de division intégrées vis-à-vis des élus. Cette pratique de mettre tous les élus dans le même sac et de mener campagne pour dire que depuis qu'on est élu, il faut combattre, il ne faut pas coûter, il ne faut pas faire appel à lui, etc. C'est une façon de maintenir les divisions au sein du peuple. Je suis désolé que des camarades que j'estime appellent Marcelin Ado, Lulu Bajol, le prêcheur. Je suis désolé, mais c'est entretenir l'autodénigrement et la division au sein du peuple. J'ai des divergences politiques secondaires avec Marcelin Ado, mais je ne peux pas appeler quelqu'un qui fait le travail écologique qu'il fait un Lulu Bajol. On a cette chose-là. Par exemple, certains qui diabolisent tout élu qui dit qu'il faut se vacciner, qui appellent à le combattre. Ils commettent une erreur. Parce que nous développons la thèse de la liberté des uns et des autres de choisir de se faire vacciner ou pas. Vous avez des élus qui sont dans des institutions françaises. Ils sont obligés de mettre à disposition de ceux qui veulent se faire vacciner les installations. Autrement dit, ce que le gouvernement fait en voulant obliger les gens à se faire vacciner, vous souhaitez que des élus le fassent contre les gens qui souhaitent se faire vacciner, une obligation de non-vaccination. C'est un manque de réflexion globale. Il y a des gens qui appellent à la vaccination parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils font confiance au gouvernement français, à la médecine française. Ils ont tort. Nous dénonçons leurs arguments, etc. Mais ils font partie d'institutions, ils jouent le rôle. Ce n'est pas en globalisant tous ceux qui disent pour ou pro-vaccin. On tombe dans la division faite par le gouvernement. C'est ce qu'ils cherchent à faire, à mettre une guerre, à rendre irréconciliables les relations entre pro et anti-vaccin. Ce n'est pas ça. Notre volonté de construire l'unité du peuple martiniquais doit nous interdire de diaboliser ceux, même avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, qui peuvent faire un apport, ne serait-ce qu'un minimum, à la lutte du peuple martiniquais. Je dis que la quasi-totalité des élus martiniquais ont exprimé leur soutien oralement, ou ont soutenu pratiquement les ouvriers agricoles quand ils ont fait valoir leur combat contre les empoisonneurs. Ils ont fait des bagailles. Alors on a dit tout élu, c'est cela.
Ah, vous faites ça parce que vous êtes là. Arrêtez avec les procès d'intention. La question de la lutte contre le colonialisme, c'est surtout une question de rapport de force. Le rapport de force se fait en rassemblant toutes les forces possibles du peuple contre le colonialisme et tous ses défenseurs. On cite souvent la victoire de la révolution chinoise. Mao Tse-tung a fait alliance pour se battre contre le Japon avec son pire ennemi qu'on appelle Chiang Kai-shek. Ça lui a valu le succès de la révolution chinoise et la fuite de Chiang Kai-shek à Formose. Mais c'est pour dire que la question des guerres, des luttes anticolonialistes se pose en matière de stratégie, en matière de domination. Si on se contente de réagir émotionnellement parce qu'on est enragé contre le colonialiste, on tombe dans son piège. Je prends un autre exemple. Quand les colonialistes se sont rendus compte que le peuple martiniquais progressait au niveau de conscience, des jeunes allaient libérer les plages, des statues tombaient, on exigeait la punition des empoisonneurs au chlordécone, grands propriétaires et États français. Qu'est-ce qu'il a pris comme stratégie? Il nous faut user les militants. Procès, lacrymogène, Boutou, procès. Chaque fois, on crée des incidents pour pouvoir avoir de nouveaux procès. Et puis, alors, nous pas qu'à militer encore, c'est libérer et jeunes abat le colonialisme français. On ne voit pas qu'on tombe dans le piège du colonialisme français. Et au fur et à mesure, les gens n'y vont plus pour soutenir ce qu'on veut soutenir. Et si on est le peu nombreux qui militants honnêtes, sincères, qui n'acceptent pas l'injustice qui allons là, la moindre des choses, c'est de dire, mais c'est en nous garder qui manière c'est beaucoup là qu'il couillonne nous pour continuer par lire et monde. Est-ce que c'est là que je dois faire la leçon aux gendarmes français ou aux juges français? Est-ce que c'est mon but? Est-ce que mon but c'est de faire la leçon aux gendarmes français et dire que le gendarme français ne doit pas faire ça? Ou bien est-ce que mon devoir là, c'est de voir comment je soutiens ceux qui sont poursuivis? En disant cela, on ne met pas en cause la valeur de l'engagement des militants concernés. Ce qu'on dit, c'est dommage que cette valeur-là ne s'ajoute pas à la réflexion sur une stratégie globale pour dire où attaquer l'ennemi, comment attaquer l'ennemi, à quel moment attaquer l'ennemi, comment ne pas tomber dans ces pièges, qu'est-ce qui peut alimenter la construction du rapport de force, l'union du peuple martiniquais pour être capable de renverser la domination colonialiste. Alors là, j'ai débordé sur la question de l'unité du peuple et on va arriver à la conclusion pour dire que notre mot d'ordre d'aujourd'hui doit être en nous marier nous pour nous prendre en main. Il n'y a pas d'alternative possible si on veut sauver notre peuple et notre pays. C'est le travail de chacun, de chacune qui s'additionne. Grindiri a plein sac. Et rien ne se fera s'il n'y a pas une acceptation consciente par la majorité de la population, de notre peuple martiniquais. Travaillons à construire l'unité du peuple martiniquais, travaillons à développer l'argumentation, les éléments de connaissance pour qu'ils sachent. Ne nous autodénigrons pas, ne nous divisons pas, ne croyons pas qu'un colonialiste peut se transformer en gentilhomme. Tous ceux qui nous disent, mais oui, la réconciliation. Alors, poule, gazelle, vignade en même pack, et puis lion, et puis mangousse, et puis en tant que sorte. On nous marcher, puis le criminel qui sabote la sécurité sociale, l'assurance chômage, qui vend des vaccins. Bon, bref, on va parler des vaccins dans la partie interactive.
depuis un de temps, je conclu cette émission pour dire, ça qui va y en, levez la main. Merci de votre attention.